Yes! Alors aujourd'hui, on a un conférencier de marque. Parce que c'est un collègue et un ami. C'est surtout parce que c'est un ami qui l'illustre. Alors François Deslandes, François détient un doctorat en sociologie de l'Université Laval. Et il a effectué un stage post-doctoral au moment où je n'y étais plus. J'ai fait disparaître. Il m'a remplacé, pour garder la réputation des Québécois. Et il a même eu la chance d'avoir comme mentor que j'avais eu la chance aussi d'avoir, le Védis de Navedian. Ouais. Il est actif depuis près de 30 ans, ce qui vous dit un peu de son âge, en recherche en gérontologie sociale, en évaluation de programme. Il a développé plus récemment une expertise dans les dépenses publiques. Même s'il est sociologue, il porte un regard presque d'économiste sur les dépenses publiques, avec l'intelligence d'un sociologue. C'est ça se veut incisif ou c'était pas écrit. Ils m'ont dit de seulement lire ce qui est écrit, parce que des fois je prends des libertés qui ne plaisent pas à tout le monde. Il est professeur donc au titulaire du département d'administration de la santé, et là il y a plusieurs affiliations. Il y a l'affiliation, il est professeur associé au service de gériatrie de la faculté de médecine de l'Université McGill. Il est presque clinicien en gériatrie, tellement il a accompagné les cliniciens. Il est co-directeur du groupe de recherche solidaire sur la fragilité et le vieillissement. Il a publié, il en a publié beaucoup, 170 articles dans les revues scientifiques avec comité de pairs, plusieurs chapitres de livres, d'excellente qualité d'ailleurs. Il a été membre du comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques. Il est présentement d'ailleurs rédacteur principal de la revue politique de santé, Healthcare Policy. Il détient une subvention d'équipe de recherche des IRSC qui porte sur la fragilité chez les personnes âgées, l'évolution de l'utilisation et des coûts de service aux personnes âgées. Et on pourra en ajouter encore, il y a beaucoup d'omissions, des choses que je connais, des choses que je ne peux pas dire et qui ne lui plairaient peut-être pas. De toute façon, je lui laisse la parole. Merci, ça va faire un échange intéressant si on s'était échangé nos vieux souvenirs. Alors, oui, bon, mais la présentation que je fais est basée et puis répète jusqu'à une certaine mesure celle que j'ai présentée au JASP. Alors, ceux qui pensent savoir exactement ce que j'ai dit à cette époque-là, c'est-à-dire au mois de novembre, ben, il y a la conférence Carthagène, et puis il fait soleil dehors. Il y a des beaux bars pas très loin. Par ailleurs, donc, quand on m'a demandé de présenter ici, je m'étais dit, ben, je vais développer des thèmes un peu plus techniques, étant donné que c'est des gens de la DSP, et puis j'avais 3 ou 4 thèmes beaucoup plus techniques qui remettaient en cause et puis qui précisaient certains éléments. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de la conférence que j'ai faite au JASP. Et là, j'ai été très, très surpris. Un, c'est des gens intelligents qui me parlaient. Et deux, j'étais très surpris de ce qu'ils avaient compris de ce que je disais. Alors, il y avait deux choses d'une. Soit j'ai vraiment très, très mal expliqué les choses, ou bien encore, la mémoire étant quelque chose qu'ils oublient, ils avaient oublié. Alors, je me suis dit deux choses. Si je l'ai mal faite la première fois, j'espère que je vais bien la faire la deuxième. Et puis aussi, rien ne vaut répéter, n'est-ce pas? Un élément important d'une bonne pédagogie, c'est la répétition. Alors, ceux pour qui ont déjà vu la conférence, vous allez voir, il y a des éléments plus précis. J'ai insisté sur certains éléments qui sont peut-être un peu plus techniques. Mais ce n'est pas des grosses histoires, c'est juste un peu plus technique. Et aussi, bon, vous allez reconnaître certains autres éléments en question. Alors, de quoi allons-nous parler? Comment ça marche, cette affaire-là? Pourquoi ça avance pas? Voilà. Ah! Bon! Alors, on parle donc des dépenses de santé et ce qu'on appelle le fardeau, souvent des dépenses de santé, dans les dépenses publiques. Évidemment, les administrations publiques vont calculer, vont faire des calculs, des estimations, vont émettre les données sur leur budget. Et pour ça, ils vont définir un périmètre comptable. Alors, le périmètre comptable est l'occasion de
développer toutes sortes de choses. Ça définit l'assiette. Et puis évidemment, selon ce qu'on met dans l'assiette, ben, ça paraît plus ou moins gros. Et c'est important de savoir comment est-ce que cette assiette-là est constituée. Alors, souvent dans les nouvelles ou ailleurs, quand on lit des papiers, les journaux, les journalistes à la télé, etc., ils ne parlent pas souvent de ce qu'il y a dans le périmètre comptable et vont se contenter d'utiliser les données qui sont diffusées directement, souvent même pas dans les documents budgétaires, mais plutôt dans les communiqués des gouvernements. Et là, bon, il y a deux choses qu'il faut distinguer quand on parle du poids des dépenses de santé. Un, le poids des dépenses de santé publique dans l'économie. Et souvent, on mesure l'économie par le PIB. Bon, je sais, les PIB, c'est un élément particulier, c'est pas tout la richesse de la nation, mais on va utiliser le PIB. Et puis aussi les revenus gouvernementaux. Parce que tout dépend bon, de l'assiette fiscale, comment est-ce que le gouvernement mène ses propres politiques. Alors, il faut la corrélation entre le PIB et les revenus gouvernementaux est certainement là, mais elle va varier dans le temps. Et elle va varier aussi entre les différentes juridictions. Et puis, on va se poser la question, d'où vient l'oseille, c'est-à-dire d'où vient l'argent. Et on va se demander, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre du débat sur le poids que représentent les dépenses de santé par rapport soit à la richesse nationale et aux revenus gouvernementaux. On va essayer d'y comprendre quelque chose. Et peut-être une des façons de comprendre, ça va être ce que j'ai appelé ici les intérêts de classe, pour être un peu provoquant. Les intérêts de classe étant pris dans le sens marxiste du terme, c'est-à-dire les classes sociales. Alors, c'est pas... Et finalement, on va se demander, oui, mais où allons-nous? Et puis, quel est le véritable défi, à mon sens, le véritable défi immédiat? Voilà. Alors, périmètre comptable et petits trucs, on va compter deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire que raconte... Bon, c'est l'histoire que raconte le gouvernement du Québec et l'histoire que répètent la plupart des journalistes. Et celle qu'on connaît et celle qu'on travaille partout, y compris en santé publique. Alors, ici, vous voyez, ça vient du Conseil du Trésor, ce graphique, et on le retrouve dans le document du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le document du ministère des Finances du Québec, etc. Et c'est le document qui est cité, on dit en 1980-81, 30% des dépenses de programme du gouvernement étaient consacrées à la santé. En fait, c'est santé et services sociaux. Parce que ça, ici, c'est les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, même si le titre, c'est dépenses de santé. En fait, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les services sociaux comptent pour à peu près 8 à 12 du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on enlève à peu près 8 à 12 du total. Ça ne fait pas grand-chose. Donc, en 80, c'est en autour de 30 et puis 2011-2012, c'est 45 maintenant, on serait autour de 48, quasiment 50 Maintenant, ce sont les dépenses du ministère de la Santé et des Services sociaux. Sur les dépenses de programme, qu'est-ce que c'est les dépenses de programme? Rapidement, les dépenses de programme, c'est les dépenses totales moins le service de la dette. D'accord? C'est comme ça qu'on définit les dépenses de programme. Et souvent, les dépenses de service de la dette, finalement, c'est fixe, c'est une obligation. Donc, on n'a pas grande marge de manœuvre pour les services. Le truc, c'est soit le bouton, soit le... Voilà. Maintenant, évidemment, ce qui se passe, c'est que les dépenses, par rapport à celui-là, c'est, n'est-ce pas, une opération mathématique extrêmement compliquée. C'est quoi? Ben, des numérateurs, qui sont les dépenses du ministère, sur un dénominateur, qui sont les dépenses de programme. Mais ici, les dépenses de programme proviennent du Fonds général. Retenez ça. Ce sont les dépenses de programme qui sont estimées par le Fonds général. On va voir tantôt pourquoi c'est si important. Alors, donc, dans un rapport comme celui-là, il y a deux chiffres. Habituellement, n'est-ce pas, on fait attention ni au premier chiffre, ni au deuxième chiffre, ni au numérateur, ni au dénominateur, quoique souvent, ce que ça implique, quand on parle d'un chiffre comme celui-là, c'est que le numérateur, lui, monte. Tandis que le dénominateur, lui, serait plus ou moins constant, enfin, en termes économiques. Je peux-tu avoir un autre truc? Bon, voilà.
Alors, évidemment, au Québec, on aime se comparer, et on va se comparer, par exemple, avec l'Ontario. Alors, pour savoir quelle est l'évolution des dépenses de santé en Ontario, puis les comparaisons du Québec, ce que l'on fait, c'est qu'on va dans la source habituelle pour aller chercher les données sur les dépenses de santé dans les provinces canadiennes, qui est l'ICIS. L'ICIS, l'Institut canadien d'information sur la santé. Alors, donc, c'est l'ICIS ici, vous voyez la source, et puis ici, ce sont des données de l'Ontario. Vous voyez qu'en 1975, à peu près comme en 80 aussi, on était autour de 30%, c'est à peu près comme au Québec. Tandis qu'en 2011, on était autour de 44%, plus ou moins, avec des baisses ici. Là. Ici, ça correspond à ce qui s'est passé lors de la récession de 2007-2008. Alors, vous avez ici à peu près 44%. Donc, c'est comme si le Québec, n'est-ce pas, ressemblait beaucoup à l'Ontario, ou l'Ontario ressemblait beaucoup au Québec. Ça dépend où vous voulez vous placer. Maintenant, on dit souvent que le vieillissement, n'est-ce pas, est la cause principale. En tout cas, on attribue au vieillissement une grande partie de la hausse de dépenses. Alors, ces chiffres-là sembleraient vouloir expliquer effectivement ce qui se passe, la proportion des 75 ans et plus, puisque les 65 à 74, une population qui est de plus en plus en santé. Aujourd'hui, j'ai eu 68 ans, n'est-ce pas? Alors, souhaitez-moi bonne fête, s'il vous plaît. Oui, voilà. alors, les 75 ans, n'est-ce pas, représentaient 3,3% en 1975, et puis en 2011, représentaient 6,5%. Voilà, on vient d'expliquer. Puis le vieillissement est le grand coupable. Alors, c'est merveilleux. Maintenant, le Québec. Quand on regarde les données de l'ICIS, parce que si on veut comparer l'Ontario avec le Québec, on va prendre la même source de données. Alors, on va prendre les données de l'ICIS. Ici, ce sont les dépenses de santé sur les dépenses de programme selon l'ICIS. Il y a une petite différence, n'est-ce pas, avec les données qui proviennent du Conseil du Trésor que je vous ai présenté tantôt. Vous vous souvenez, le 30%, 44,7%. Bien, ici, vous voyez, en 1975, selon l'ICIS, les dépenses de santé sur les dépenses de programme représentaient à peu près 29-30%. Tandis qu'en 2011, ça représentait quoi? 30%. Évolution? À peu près nulle. Il n'y a pas de quoi faire la première page de la presse du devoir du soleil les autres jours jaunes du Québec. Hein? Bon. Alors, là, évidemment, on va dire, on va se demander qu'est-ce qui se passe, mais avant, on va dire, regardez ce qui se passe le vieillissement. En 1975, les 75 ans et plus représentaient au Québec 2,5 %, tandis qu'en 2011, les personnes de 75 ans et plus représentaient 6,8 %. Où est l'explication du vieillissement dans l'évolution des dépenses de santé? En Ontario, ça marche, au Québec, ça ne marche pas. Donc, évidemment, si vous êtes un petit peu logique, vous dites ça ne marche pas de façon générale. Alors, maintenant, évidemment, notre régime de santé, lui, il est universel où? Il est universel pour deux choses essentiellement, pour résumer. Les médecins et les hôpitaux. Le reste, c'est à l'extérieur de la loi canadienne des services de santé. C'est à l'extérieur, jusqu'à un certain point, des transferts fédéraux pour la santé. Et le reste aussi, il y a des tickets modérateurs, des frais, des limites sur les dépenses, tout le bordel, etc. La gratuité des soins au point de service, évidemment, c'est les médecins et les hôpitaux. Médecins et hôpitaux, ça a évolué comment au Québec? En 1975, ça représentait à peu près 24,5% des dépenses de programme. En 2011, ça représente 19%. Ça a baissé. Oui. Ça vient de d'où? ICIS? ICIS. ICIS. Mais. S'ils disent pas la même chose. Ouais, ben on va voir tantôt pourquoi ils disent pas la même chose. Justement, c'est tout là le truc. Les petits trucs, c'est ça. Mais évidemment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un fonctionnaire au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui d'ailleurs, par hasard, s'appelle François Bélan. C'est pas le même, grâce à lui, mais enfin, pauvre lui, il porte le même nom que moi, qui est responsable du dossier de l'ICIS au ministère, qui travaille presque à 100% de l'ICIS pour passer les données à l'ICIS. Donc, ICIS et le ministère s'accordent, hein? Ils ne travaillent pas l'un contre l'autre. Bon, alors c'est 19%. C'est la seule section qui est vraiment publique et universelle. Le reste est public mais pas universel, ben inverse, bon, etc. Ça peut être public, ça peut être universel, bon. Alors, ce qui fait qu'en fait, il y a une diminution des dépenses de santé.
en médecin et en hôpital. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y avait, n'est-ce pas, un numérateur et un dénominateur. On va porter notre attention sur le dénominateur, le chiffre en bas. C'est fait comme les dépenses de programme, les dépenses d'administration publique. Au Québec ou ailleurs, c'est pareil. En fait, il y a un certain nombre de couches. Et la première couche, ce sont les dépenses, essentiellement des dépenses des ministères. Il y a quelques autres affaires là-dedans, mais c'est les dépenses des ministères. Et ça s'appelle le Fonds général des opérations budgétaires. Ça, c'est la terminologie la plus récente du ministère des Finances. N'est-ce pas? Alors, ce sont les opérations budgétaires. Et habituellement, ce à quoi on se réfère quand on parle des dépenses de programme, et qu'on utilise les dépenses de programme comme étant le dénominateur pour savoir quel est le poids des dépenses de santé et des dépenses de programme, on parle des opérations budgétaires. Mais ça, les opérations budgétaires, c'est juste une couche. Il y a une autre couche. C'est tous les fonds et organismes non budgétaires. Évidemment, il y a des transferts qui sont des ministères au fond, jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas tout le budget. Donc, il y a une autre couche qui est très importante. Et au Québec, là, c'est très, très, très important. Il y en a des centaines de fonds et d'organismes non budgétaires. Puis, grosso modo, l'ICIS, le dénominateur de l'ICIS, c'est quoi? C'est tout ça. Donc, le dénominateur change, n'est-ce pas? Le dénominateur n'est pas pareil. Puis, il y a une troisième couche. Ça ajoute les établissements de santé, les universités et collèges, et dans le cas du Québec, les fonds de retraite non provisionnés. Et ça, c'est l'ensemble des dépenses de l'administration publique. Alors, les frais de scolarité, en fait, des universités, ne font pas partie des opérations budgétaires du gouvernement du Québec. Ils sont à l'extérieur. Pourtant, les étudiants, quand ils ont fait la grève l'an passé, ils ont fait la grève contre qui? Ils ont fait la grève contre le ministère, ils ont négocié contre le gouvernement, puis ils ont négocié avec qui? Ils n'ont pas négocié avec les recteurs, ils ont négocié avec le ministre de l'Éducation et d'autres. N'est-ce pas? Cependant, les frais de scolarité ne sont pas inclus, ni d'ailleurs dans les données de l'ICIS, ni dans les données du ministère. Puis ça, c'est à peu près 1,7 milliard, chose dans le genre. Et autre chose aussi, les revenus autonomes des établissements. Par exemple, les personnes âgées qui sont hébergées peuvent payer jusqu'à peu près 1 700, quasiment 1 800 $ par année. C'est pas compris dans les données ici. Compris ici. Et puis ça, il y en a à peu près aussi pour à peu près quasiment 2 milliards. Au total, ça fait quasiment 3 milliards qu'on exclut. Donc, on a un numérateur, on a un dénominateur, et les différences d'estimation du poids des programmes de santé entre Finance Québec et l'ICIS pourraient donc provenir des numérateurs, c'est-à-dire dépenses en médecine seulement, dépenses totales de santé, dépenses de santé et services sociaux. Mais on a vu qu'en ce qui concerne les services sociaux, c'est à peu près 8 à 12 % de dépenses du ministère, c'est pas vraiment grave. Puis ça peut devenir des dénominateurs qui dépendent évidemment de ce que l'on met dans les dénominateurs, comme on l'a vu tantôt. Qu'est-ce qui se passe dans les dénominateurs? Alors, ici, vous avez 3 estimations des dépenses de programme du gouvernement du Québec. Vous avez les estimations du Système général de financement du Statistique Canada, qui d'ailleurs est remplacé maintenant, mais ça va jusqu'en 2009 à peu près. Alors, et vous avez aussi les estimations du Fonds général du Québec. Alors, ici, vous avez les 2 estimations de Statistique Canada, et celle-ci, en fait, est l'estimation d'ICIS. L'ICIS prend cette estimation des dépenses de programme du gouvernement, du Système général de financement pour le Québec et pour l'ensemble des provinces. Et vous avez ici l'estimation des dépenses de programme du ministère des Finances. Alors, vous voyez que jusqu'à peu près dans les années 87-88, n'est-ce pas, les estimations se ressemblaient, ça commence à se différencier, et à partir de 98, la différence s'arrête. Et pourquoi? Qu'est-ce qui arrive en 98? Le déficit zéro. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est démontrer qu'il y avait un déficit zéro au Québec. À partir de 98, c'est dans la loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On sort de plus en plus d'éléments du budget du gouvernement du Québec, des opérations budgétaires du Fonds général.
On crée des fonds, puis on met le déficit là. C'est ça exactement ce que le gouvernement du Québec a fait. Et c'est pour ça qu'on a, des fois, si vous lisez bien les journaux, surtout après la présentation du budget, des affirmations comme ça. Par exemple, dès 2004, du Trissac dans le devoir, malgré l'atteinte du déficit zéro, la dette totale du Québec a continué à progresser de 97,7 milliards en 97-98 à 111,5 milliards en 2003-2004. C'est un peu comme si vous alliez dire à votre gérant de banque, vous lui demandez d'emprunter, écoutez, moi, je déficit zéro, mais ma dette cette année a augmenté de 10 %. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Hein? Bien, c'est ce que fait le ministère des Finances. Et ce n'est pas juste les journalistes qui s'en aperçoivent, mais c'est aussi le vérificateur général. Dans son rapport de 2010 sur la vie financière de l'État. Dans son analyse des états financiers consolidés 2008-2009, le gouvernement stipule que l'équilibre budgétaire a été maintenu en 2008-2009. Pourtant, les états financiers vérifiés présentent un déficit annuel de 1,3 milliard de dollars pour cette année. On ne peut pas avoir un déficit zéro puis avoir un déficit de 1,3 milliard. Il faut le mettre en quelque part, ce 1,3 milliard là. Il est mis où? Il est mis dans la différence entre le fonds général et puis les estimations de cette statistique. C'est là qu'il Et la conséquence de ça, c'est que quand on regarde le déficit annuel du gouvernement du Québec dans les données de Statistique Canada, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que 2 années où le Québec a atteint le déficit. 2 ans. 2 ans. Déficit zéro au Québec, c'est une blague. Ça n'existe pas. Maintenant, ça, c'est un truc que le gouvernement du Québec emploie. Le gouvernement du Québec, donc, a une façon très particulière de distribuer ses sous et de définir son assiette. Définir donc son dénominateur. Et l'effet est de réduire le dénominateur par rapport à l'ensemble de ses sous. Autre chose qu'il va faire aussi, c'est très intéressant. Alors, par exemple, ici, ce sont des données historiques. Ça vient du budget 2011, du budget 2010-2011, le plan budgétaire, etc. Je vais les copier exactement, comme ça, c'est exactement d'où ça vient. C'est le tableau, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans le plan budgétaire du ministère des Finances. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. Alors là, vous avez les années, vous avez une première réforme comptable, qui a eu lieu ici en 1997, une autre réforme comptable en 2006 à peu près, puis en 2012. Alors, vous avez les réformes comptables, et là, ce qui se passe, c'est ça ici, c'est les données, comme je l'ai dit tantôt, qui proviennent du document 2010-2011. Alors, vous voyez l'évolution ici, ce sont les dépenses de programme. Alors, on peut se fixer un chiffre, par exemple, 51 milliards. Ici. Vous voyez, 51 milliards en 2006-2017. Ça ici, ce sont des données de 2010-2011. N'est-ce pas? Maintenant, si on se réfère à un document budgétaire l'année suivante, c'est-à-dire 2011-2012, le 51 quelques milliards, hein, vous voyez le 51 quelques milliards ici, 51 milliards 700 millions, tout d'un coup, n'est plus que 49 milliards 290 millions. 2 milliards quasiment qui viennent de disparaître en une année. On a tout d'un coup réduit le dénominateur de 2 milliards de dollars, un peu moins que 2 milliards de dollars. Je fais remarquer que, tout d'un coup, le fardeau des services de santé, des dépenses de santé, a augmenté de 2,5 % dans le budget du gouvernement du Québec. Comme ça, sans avoir dépensé un seul sou en services de santé supplémentaires. Tout simplement parce que on a modifié l'estimation des dépenses de programme, c'est-à-dire de votre dénominateur. C'est pour ça qu'on n'a pas juste 50 %. C'est merveilleux. Vous ne savez pas comment l'Institut Fraser de Vancouver était content qu'il ait appris cette nouvelle-là. L'Institut de Montréal aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, vous avez ici, j'ai extrait différentes années, 3 années. 2009, 2010, 10, 11 et 11, 12. Vous avez ici, c'est les dépenses de programme. Alors, par exemple, on va prendre un autre chiffre, on va prendre celui de 2009-2010, par exemple. Alors, en 2009-2010, on prévoyait que les dépenses de programme atteindraient quasiment 60 milliards. Et quand on lit le document de 2010-2011, on a 60 milliards 769 millions. Ça va.
C'est parce que le gouvernement prévoit certaines dépenses. Souvent, il y a des dépenses supplémentaires, puis là, un petit peu moins. À peu près 800 millions, c'est à peu près dans ce qui se passe chaque année. Et ce que l'on voit en 2011-2012, ici, on avait 2010-2011, on estimait les dépenses à 60 milliards, et tout d'un coup, en 2011-2012, on enlève à peu près, on enlève un peu plus que 2 milliards de dollars. Vous voyez, le dénominateur diminue. Pourquoi le dénominateur diminue? Alors, on va au Conseil du Trésor, qui sont les dépenses, et là, on a l'explication. Alors, vous voyez, on a les chiffres ici, 2010, 2011, 2009, 2010. Alors, si on regarde l'ensemble des dépenses de programme au budget de dépenses, n'est-ce pas? En 2010-2011, on avait 62 milliards, et puis en 2010, on avait 60 milliards. Relèvement de l'objectif, c'est-à-dire ça, c'est des suppléments, là, à peu près 800 millions, je vais parler à peu près chaque année. Donc, ce que l'on a, c'est que finalement, on avait un budget de 63 milliards, 61 milliards. N'est-ce pas? À peu près. Maintenant, le gouvernement du Québec a fait deux choses cette année-là. Un, il a créé le fonds pour la rénovation du réseau de transport du Québec. Avant, cet argent-là était dans les opérations budgétaires. Là, il a créé le fonds. Il a donc transféré l'argent. Cette dépense-là n'appartient plus à l'opération budgétaire, elle appartient à d'autres choses. En 2010-2011, ça enlève quasiment 2 milliards de dollars. Part comme ça. Le dénominateur vient de perdre 2 milliards de dollars. Et en plus, il a créé, je ne sais pas si vous vous souvenez des annonces, à un moment donné, les fonctionnaires ont annoncé ça, pas d'agence de revenus. Il a créé l'agence de revenus. C'était les fonctionnaires, tout ça, hein, qui auparavant appartenaient aux opérations budgétaires, qui maintenant qu'une agence a été créée, on a transporté cet argent-là et on l'a mis dans l'agence. On l'exclut du paramètre comptable des opérations budgétaires et on enlève un autre 1 milliard 500 millions, ce qui fait 3 milliards 500 millions de perdus tout d'un coup. Au lieu donc d'avoir des dépenses budgétaires de 63 milliards, on a des dépenses de programme de 63 milliards, on a des dépenses de programme de 59 milliards. Et ainsi, je vous crée, n'est-ce pas, des plus petits dénominateurs au fur et à mesure que les choses avancent. Et ce qui est merveilleux, c'est que plus le dénominateur baisse, à ce moment-là, plus mes dépenses de santé montent. Moi, j'ai une solution très simple pour faire en sorte que les dépenses de santé représentent 75% de dépenses de programme. Je crée une hydroéducation. Je prends tout le budget de l'éducation, je l'envoie à cette hydroéducation, puis tout d'un coup, les dépenses de santé représentent 75% des dépenses de programme du gouvernement du Québec. Hein? C'est beau, hein? Ouais. Et là, la presse va dire « Wow! L'Institut économique de Montréal, wow! » Et puis je dirais même la DSP pour commencer à dire « Regardez comment ça coûte cher aux hôpitaux, puis vous mettez quasiment pas d'argent dans la santé publique. » Hein? C'est merveilleux! Alors, et ça s'explique, les conseils du Trésor, page 55, ça c'est des tableaux directement qui proviennent du document. Et à la même page, le conseil du Trésor a écrit les dépenses budgétaires du gouvernement ont été normalisées pour tenir compte des modifications apportées à la structure comptable, à savoir la création de l'Agence du revenu du Québec et la mise en place du Fonds d'aide aux transports terrestres. C'est pour ça que les dépenses diminuent. Et puis récemment, vous avez peut-être eu dans le devoir, l'article de Jacques Parizeau sur le déficit. Je ne vais pas commenter ce qu'il dit sur le déficit, mais il dit une chose intéressante. Il dit « Ce sont plutôt des changements aux conventions comptables qui sont en cause si on cessait de changer les conventions comptables à tout bout de champ. » Oui, bon Dieu, si on cessait de changer les conventions comptables à tout bout de champ, on finirait peut-être par comprendre quelque chose qui se passe. Mais les finances du Québec, on arrêterait peut-être de dire des conneries en ce qui concerne le poids des dépenses de santé dans les dépenses budgétaires du gouvernement du Québec. Et en particulier de l'administration publique. Alors, les estimations budgétaires maintenant. Ce qui arrive, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements dans les règles budgétaires. Il y a eu la réforme de 1997, il y a eu la réforme de 2006, puis il y a eu la réforme aussi de 2009. En 2009, on avait une consolidation, les parler des réseaux, etc. Et là, évidemment, le ministère des Finances, qui doit quand même faire rapport sur l'ensemble de l'administration publique, fait un tableau. Évidemment, ce n'est pas un véritable tableau historique. Donc, on ne peut pas les utiliser pour savoir, pour établir des tendances à long terme. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, par exemple, en 2011-2012, n'est-ce
n'est-ce pas, les dépenses de programme du gouvernement du Québec sont de 79 milliards. On est loin du 59 milliards de tantôt. C'est 20 milliards de plus. Ça, c'est les dépenses d'administration publique du Québec. Ce sont la sommaire des opérations budgétaires consolidées de l'ensemble des organismes sous responsabilité gouvernementale au Québec. Donc, ce que nous dit le ministère des Finances, c'est qu'il faudrait prendre, si on veut, ce dénominateur-là. Cependant, il n'y a que pour 5 ans actuellement, où on a des séries qui sont conséquentes. Le gouvernement n'a pas corrigé les séries antérieures, de telle sorte que c'est inutilisable pour établir des tendances à long terme. Et c'est pour ça que, tandis qu'on a un gouvernement indépendantiste au Québec, souverainiste, disons, au Québec, on est obligé d'aller à Ottawa pour savoir ce qui se passe dans les finances du gouvernement du Québec. Bon! Alors, ce qui arrive, c'est que, maintenant, si on compare ce qui se passe à chaque étape, n'est-ce pas, de l'évolution des dépenses de programme. Alors, vous avez ici, ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire les dépenses des opérations budgétaires du Fonds général. C'est le dénominateur pour les dépenses de santé du gouvernement du Québec, n'est-ce pas? Le poids des dépenses de santé, c'est le propos du gouvernement du Québec. Ici, vous avez les données de l'ICIS, c'est-à-dire du système général, du système de gestion financière de Statistique Canada. Et ici, vous avez les données sur les séries, des opérations budgétaires consolidées. J'ai mis des barres ici pour montrer qu'il y a des périodes et qu'en fait, on ne peut pas comparer. En fait, vous voyez que les dernières années, vous voyez comment la courbe ici, n'est-ce pas, des opérations consolidées ressemble quand même beaucoup plus et suit beaucoup plus la courbe de l'évaluation de Statistique Canada. Donc, c'est absolument fondamental de comprendre. Si on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe au Québec, en ce qui concerne les dépenses de santé et leur poids, c'est fondamental de comprendre quelle est la mécanique de calcul des dépenses. Sinon, on dit des conneries. Il faut vraiment s'appliquer, et au Québec en particulier, il faut s'appliquer encore plus que dans les autres provinces, puis on va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que, évidemment, les autres provinces aussi ont des documents budgétaires. Et puis, dans les autres provinces aussi, Statistique Canada va faire des estimations. Alors, si on regarde ce qui se passe actuellement, si on se demande quelle est la proportion des dépenses budgétaires, des dépenses, oui, qui sont des dépenses de programme qui sont dans les documents budgétaires par rapport aux dépenses de programme qui sont rapportées par Statistique Canada dans l'ensemble des provinces. Le Québec est-il une exception? Là, on le voit ici, c'est assez simple, le Québec est une foutue exception. Parce que si on regarde ici, ça ici, c'est la base de données du 6. Habituellement, ça va de 93 %. Donc, les documents budgétaires à Terre-Neuve déclarent 93 % de son estimation, de 93 % de l'estimation de Statistique Canada. Le Manitoba le dépasse même, c'est presque 111 %. Si on prend l'Ontario, on l'a ici, l'Ontario, c'est 97,5 %. Puis le Québec, 76. Le Québec est une exception. Comme d'habitude, l'exception québécoise. Donc, le Québec sous-estime de façon incroyable dans ses documents budgétaires ses propres dépenses de programme, et il le fait de telle sorte, d'une sorte que les autres provinces ne font absolument pas. Donc, la différence entre l'estimation de l'ICIS, qu'on a vu sur la poids des dépenses de santé et des dépenses de programme, entre l'ICIS, la différence entre l'ICIS, l'estimation de l'ICIS et l'estimation du ministère des Finances, elle vient d'où? Elle vient de la définition que le ministère des Finances donne de sa propre assiette de dépenses. Point. Et cette assiette-là est une assiette extrêmement limitée par rapport à ce qu'est la véritable responsabilité fiscale de l'ensemble de l'administration publique du Québec. Et nous, en tant que citoyens, ce qui nous intéresse, et en tant qu'analystes aussi, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les responsabilités financières de l'administration publique du Québec. Ça ne m'intéresse pas, moi, quelle est l'assiette fiscale, quelle est l'assiette du périmètre comptable du ministère des Finances du Québec.
Elle ne m'intéresse que si elle est exacte, elle est bonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une estimation de la responsabilité financière de l'administration publique du Québec, parce que c'est elle qui, en tant qu'entité, a la responsabilité de l'ensemble des soins et des services. Alors, conséquences à retenir. On ne peut utiliser les données de Finances Québec sur les dépenses de programme, les dépenses totales, les revenus pour établir le poids des dépenses de santé sur les finances publiques. On ne peut pas faire ça. Si on fait ça, on dit des niaiseries. Alors, en conséquence, n'est-ce pas, si effectivement la santé accapare la moitié des dépenses de programme du gouvernement du Québec, en utilisant les données de dépenses, les données de dépenses de programme du Fonds général obtenu depuis Finances Québec, il est quand même faux d'affirmer que la santé absorbe la moitié des ressources financières de l'État. En fait, c'est le 29,9% des 6 pour 2011 qui est plus proche de la vérité pour l'ensemble des dépenses de santé. Et pour les médecins et les hôpitaux, seuls composants publics et universels de régime, eux, ils comptent pour 19%. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages à la télévision, au téléjournal Radio-Canada ou ailleurs, dans les journaux. Habituellement, quand arrive le temps de rapporter la part des dépenses de santé et des dépenses de programme, on dit toujours on arrive près de 50%, n'est-ce pas? Et là, tout d'un coup, il va y avoir une caméra, un journaliste qui va arriver, et puis il va nous montrer l'urgence de l'hôpital, qui est évidemment bondé à craquer. Il y a du monde qui est là depuis 15 heures, assis sur une chaise, il y en a d'autres des civières partout dans les corridors. De telle sorte qu'on assimile ce 47%-là à ce qui se passe dans les hôpitaux et les médecins. On ne pense pas au reste. Mais politiquement, et l'image politique, n'est-ce pas, c'est les hôpitaux et les médecins qui nous coûtent cher. Bon, maintenant, on va dire les médicaments, mais actuellement, on va dire les médecins et les hôpitaux, ça qui nous coûte cher. Dans l'esprit public, c'est ça, et ce que nous montre la presse, c'est cette image. En fait, il y a un chiffre à retenir quand vous pensez aux hôpitaux et les médecins, c'est 19%. 19%. Gardez-les longtemps, c'est rouge, ça va rester dans les yeux pendant un certain temps. C'est 19%. OK, là? Ça, c'est médecins et hôpitaux. Petit message pour la santé publique, c'est donc de taper ces hôpitaux. Ils ont assez de misère dans la main, ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de la santé publique qui leur tape dessus par-dessus le marché. C'est 19% avec les médecins. Okay? Bon, maintenant, ça part. Alors, PIB, revenus gouvernementaux, dépenses de santé. Vous vous souvenez que le rapport Castonguay-Marcotte-Vienne sur le financement du service de santé disait le groupe de travail considère que le Québec doit assurer la pérennité du système public de santé en augmentant sa productivité, si on est à peu près tous d'accord, et en ajustant la croissance des dépenses publiques de santé au taux de croissance de la richesse collective. Et cela tout en gardant l'accès aux soins, bon, etc., faire des miracles. Alors, la question c'est, oui, mais comment évoluent les dépenses de santé par rapport à la richesse collective? Est-ce qu'au Québec, on est si mal pris que ça? Puis où serait-on mal pris si on est mal pris? Alors, ce que vous avez ici, c'est l'évolution, la croissance en dollars constants, 1997, du PIB au Québec et au Canada. Évidemment, je l'ai mis à zéro en 1981. Et vous avez les dépenses, vous avez ici la croissance cumulée, en dollars constants. Vous avez la croissance cumulée au Canada, puis vous avez la croissance cumulée au Québec. Remarquez ce qui se passe. Si vous voulez, ici c'était le PQ, ici c'était les libéraux. Ça croît, la distance croît. C'est intelligent, c'est bien. Alors finalement, le Canada, sur cette période-là, a cru à peu près 30% de plus que le Québec. Donc, on est pauvre. Hein? On est pauvre. Relativement, mais on n'est pas aussi riche qu'ailleurs. Bon, maintenant, et puis aussi ici, ce que vous avez, hein, ce sont les récessions. La récession de 79, la récession de 89, 79-81, 89-93, petit ralentissement du cycle économique en 2001, et puis évidemment la récession 2009. Bon, alors on voit bien ce qui se passe, n'est-ce pas? Soit le PIB baisse, ou bien encore il ralentit sa croissance.
Maintenant, les dépenses de santé. Alors, ce que vous avez ici, vous avez les dépenses de santé du Québec. Les dépenses de santé du Québec, au total, sont ici. En fait, c'est, encore une fois, la croissance cumulée. On commence à 100 on commence à 0 en 1975. Vous avez la croissance au Canada, toutes les provinces. Remarquez, les dépenses de santé au Québec ont cru de 130 sur la période, tandis que dans l'ensemble du Canada, c'est 230 Incroyable. Le Québec contrôle ses dépenses de santé de façon incroyable. Le ministère de la Santé s'est assis sur les dépenses de santé, lui son trop lourd, il respecte. Alors, les dépenses de santé au Québec, là, contrôle fantastique. Puis si on prend les médecins et les hôpitaux, alors là, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Une dépense, les dépenses de santé ont augmenté de 90 okay. Évidemment, c'est en termes réels. Il y a eu évidemment des impacts des crises économiques. Et le Québec est la seule province qui répond aussi bien à la récession économique en réduisant ses dépenses de santé ou en les contrôlant. Beaucoup plus que les autres provinces. Alors, il y a eu une récession en 1974. On ne le voit pas beaucoup là, ici, là, mais il y a eu une diminution des dépenses en médecins et en hôpitaux. Il y a eu une stabilité pour le Québec des dépenses totales de santé. La récession de 79-81, 2 ans plus tard, à peu près 2-3 ans plus tard à peu près, regardez au Québec, dépenses médecins et hôpitaux, dépenses sur l'ensemble du service de santé. Le Canada, ils ont passé ça comme le demandé. La grande récession, celle qui a vraiment fait mal au système de santé partout au Canada, c'est la récession de 89-93. Et à peu près 3 ans plus tard, ce qui est arrivé, c'est qu'au Canada, les dépenses de santé ont diminué en termes réels. Au Québec aussi, médecins et hôpitaux plus que le reste. Et bon, 2001, il y a eu des petites affaires. Et puis, évidemment, la récession la plus récente. Ici, on voit les médecins un petit peu moins, mais la croissance diminue. La croissance diminue, puis au Canada, la croissance devient quasiment stable. Donc, il y a une réponse immédiate des gouvernements, enfin, une réponse immédiate. Une réponse qui prend 2 à 3 ans pour s'ajuster. Effectivement, maintenant, si on met en parallèle, c'est ce que la plupart des gens font, pour les économistes les plus réputés, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ce qu'on met en parallèle, c'est la croissance économique avec les dépenses de santé. Alors ça, c'est année après année, exactement. On voit qu'il y a une certaine corrélation, mais quand on regarde ça, on dit, ouais, il y en a là, une certaine tendance, mais la tendance n'apparaît pas très juste. Alors disons qu'on va pousser une année. C'est-à-dire, on va donner une année au gouvernement pour s'ajuster. Il y a un petit peu plus, ça marche un petit peu plus, mais encore une fois, c'est pas vraiment là. Hein? C'est pas ça. Alors là, on va faire 2 ans. Ça commence à ressembler. Regardez si je mets 3 ans. Vous faites une corrélation avec ça, vous l'avez quasiment. Bang! Quasiment. Au Québec, là, après 2 à 3 ans, on ajuste les dépenses de santé de façon incroyable par rapport au PIB. Autrement dit, quand Gaston Guay et d'autres disent il faut ajuster les dépenses de santé au PIB, mais M. Gaston Guay, on le fait depuis 1975. Puis en fait, on le fait bien plus sur certaines dépenses que sur d'autres. Bon, pour commencer, il y a eu une période où on a vraiment dépensé, c'est-à-dire les premières années. Le régime a été instauré en 1971, on n'a pas de données là-dessus, puis surtout de la croissance du PIB avant 1981. Les provinciales, Statistique Canada, commence en 1981. De 1981 à 1982, il y a eu vraiment une hausse très importante des dépenses de santé ici, qui est probablement une hausse historique, n'est-ce pas? Alors, on a donné un coup, par rapport à la croissance du PIB. Alors, à ce moment-là, effectivement, le PIB, lui, il n'a pas rejoint. Et puis, il y a eu une distance, n'est-ce pas, qui s'est créée, de telle sorte que, juste avant l'effet de la récession de 89-92, ce que l'on voit, c'est que le PIB au Québec avait cru cumulativement d'à peu près 15 %, tandis que la santé, les dépenses de santé avaient cru cumulativement d'à peu près 35 %. Alors, vraiment, on était en haut. Maintenant, regardez ce qui se passe. On va aller à une autre période aussi, celle-ci. Celle-ci, ce qu'on voit, c'est que, bon, ici, c'est à peu près un parallèle des dépenses totales. Et tout d'un coup, vers 2003, là, on a commencé à avoir une séparation
des taux de croissance des dépenses de santé et du PIB. Le PIB a commencé à baisser, tandis que les dépenses de santé ont continué à augmenter. Les dépenses totales de santé ont continué à augmenter. On va voir pourquoi plus tard. Et finalement, autre chose qui est extrêmement intéressant, et surtout pour les dépenses entre médecins et hôpitaux, regardez, n'est-ce pas, en 1997-96 à peu près, malgré le cumul qui est institué élevé ici, à cause de la baisse des dépenses de santé en 1980, dans la période après la récession, le taux cumulé de croissance des dépenses de santé, des dépenses en médecins et hôpitaux et du PIB est à peu près le même. Et puis regardez, ça c'est l'évolution, n'est-ce pas, de la croissance, PIB, médecins et hôpitaux. Donc, pendant à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire jusqu'en 2006, les dépenses en médecins et hôpitaux ont suivi, quasiment pas à pas, la croissance du PIB, en termes cumulés. Oui? Les dépenses de santé, c'est gouvernemental? Ça, c'est juste public. Seulement public. Et puis, en 2006, tout d'un coup, là, il y a eu un développement. Les dépenses de santé, les dépenses en médecins et hôpitaux ont augmenté. Évidemment, c'est la négociation avec les temps. Bon. Alors, ce qui fait que, quand on regarde ce qui se passe, n'est-ce pas? Le PIB au Québec, très très proche, le développement du PIB au Québec, très très proche des dépenses de santé, même si ce n'est pas tout à fait exact. Et quand il y a des déviations, on va voir pourquoi il y a des déviations. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le taux cumulé de croissance économique du Québec est inférieur de 30% du Canada. La croissance des dépenses de santé gouvernementales au Québec est considérablement plus faible qu'au Canada. Et les dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est encore plus faible. Et en fait, ces deux secteurs-là sont les seuls qui sont inclus dans le régime public et universel. Et finalement, la croissance des dépenses totales de santé suit très près la croissance du PIB avec un retard de 3 ans, sauf à partir de 2004. Et là, on va se demander pourquoi. Là, ça passe vite le temps. Bon. Pourquoi? Alors, ici, ce que l'on a, c'est les dépenses médecins et hôpitaux. Vous voyez la courbe tantôt. Ça, c'est les dépenses médecins et hôpitaux. Ça, ici, c'est les dépenses totales. Ça, ici, c'est la croissance du revenu au Québec. Revenu du gouvernement du Québec. D'accord? Croissance du revenu du gouvernement du Québec, regardez, sauf pendant la période ici, pré-récession, la récession, mais pendant toute cette période-là, jusqu'environ en 2003, les deux ont été à peu près parallèles. Dépenses de santé totale sur le revenu du Québec, à peu près parallèles. Le gouvernement a cherché l'argent qu'il fallait pour financer l'affaire. Oui, grande surprise, même si on chialait sur le produit des dépenses de santé. Les revenus du gouvernement du Québec la croissance des revenus était à peu près l'équivalent de la croissance des dépenses de santé. Alors, en 2003, commence à ce moment-là quoi? Tout ce qu'on aime, les baisses d'impôts systématiques. Là, ça a commencé en 89. Et là, Marois est revenu avec des coupures d'impôts, Charest est revenu avec des coupures d'impôts, vous vous souvenez l'affaire des transferts fédéraux, bon, etc. Et chaque fois qu'il y a eu des coupures d'impôts, ça a eu de l'impact. D'ailleurs, si vous lisez les rapports des documents budgétaires du ministère des Finances sur les revenus, vous allez voir qu'il y a pendant toutes ces années, à chaque année, le même truc qui revient. L'effet des baisses d'impôts de 1999 sur le budget de 2005-2006 est de priver le gouvernement de tant. Bon, alors ça coûte cher, les baisses d'impôts. Et après ça, il y a quand même des hausses, parce qu'on était en période de croissance économique. Alors, vous voyez que jusqu'ici, n'est-ce pas? Encore une fois, 2003-2004, ça a l'air qu'il se passe quelque chose de spécial. Économiquement, il y a une baisse de l'économie, explique en partie la baisse des revenus, et puis aussi, baisse des revenus due aux diminutions d'impôts, c'est vraiment là que ça se passe. Les transferts fédéraux pour la santé. Alors, évidemment, souvent, les gens qui veulent que le Québec soit en très mauvaise position disent les transferts fédéraux, c'est important, les transferts fédéraux pour la santé, c'est important, mais ce n'est pas vraiment le facteur, etc. Oui, mais c'est un facteur qui s'ajoute, c'est de l'argent qui s'ajoute, et c'est de l'argent dédié pour la santé. Hein, le gouvernement du Québec, en particulier, est très, très fidèle par rapport aux transferts fédéraux, à peu près de tous les sortes. Ce qui fait, quand il dépense, le gouvernement du Québec, quelque chose, quand il reçoit de l'argent, un transfert fédéral, pour quelque chose, il dépense dans ce quelque chose. Alors, le Québec, autrement dit, est connu pour dépenser son argent à la place où le fédéral veut qu'il dépense, et en particulier en santé.
Très important ce qui s'est passé en ce qui concerne les transferts fédéraux. Comme quoi, on ne peut pas avoir confiance au gouvernement fédéral. Ici, pendant toute une période, c'est-à-dire jusqu'en 1987, le gouvernement fédéral a été pogné sur l'accord et puis les a respectés. Sauf que pendant cette période-là, c'était une période où les déficits fédéraux montaient comme ça, et les déficits à peu près toutes les provinces, en particulier celle du Québec. Alors, il s'est arrivé donc au seuil de 86-87. Là, le gouvernement fédéral a dit wow, wow, on change nos trucs. Hein? Il l'a fait avant, il l'a fait en 1977, mais ça n'a pas eu suffisamment d'impact. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement a cessé d'augmenter ses transferts fédéraux. Et puis, avec la crise économique de 89, la crise économique de 89, la récession de 89, là, ça plonge. Donc, les gouvernements provinciaux ont été pris pendant la récession, donc pendant 89-93, par une pression énorme qui provenait de la récession économique, qui diminuait évidemment leurs revenus, l'obligation qu'ils avaient, qu'ils ont ressentie, d'augmenter les dépenses pour contrer les effets de récession, les effets anticycliques, et puis en même temps, les transferts fédéraux pour la santé qui diminuaient de façon radicale en termes réels d'année après année. Alors là, c'était absolument catastrophique. En fait, vous voyez, en fin de période, les transferts fédéraux pour la santé étaient inférieurs à ce qu'ils étaient en 1975. On le voit ici. Puis là, tout d'un coup, les conservateurs sont battus, les libéraux rentrent, et les libéraux réinvestissent en santé. Rétablissent le transfert, donnent quelque chose comme 10 milliards tout d'un coup, et puis signent les accords de 2003. Donc, pendant toute cette période-là, à partir de 1997, un accroissement absolument formidable, n'est-ce pas, des transferts fédéraux. Accroissement très important. Cet accroissement-là a été, pendant la période 1997 à 2003, cet accroissement-là est venu en même temps que l'accroissement des revenus, le pactole. À partir de 2003-2004, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les revenus ont baissé, mais les transferts fédéraux ont continué à augmenter. Regardez à partir de quel moment est-ce que les dépenses de santé au Québec en général, et en particulier et aussi pour les médecins, ont commencé à augmenter. Évidemment, fin de la récession, augmentation des transferts fédéraux. Il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait en sorte que les choses augmentent. Puis les choses ont continué à augmenter en 2003 malgré la perte de revenus, malgré la diminution de l'accroissement des revenus, parce que les transferts fédéraux ont continué à augmenter jusqu'en 2005, où là, ils ont plus ou moins topé pour prendre un rythme beaucoup plus ralenti. Donc, il y a eu un facteur spécifique. Le gouvernement fédéral, tandis que le gouvernement du Québec, en 2003-2004, commençait à avoir des problèmes de revenus, etc., parce que ça tombe en faute, parce qu'il diminuait les impôts, pour votre propre plaisir. À ce moment-là, le fédéral, lui, continuait sur sa lancée, et le gouvernement du Québec a pu continuer à financer les services de santé. Autre thème important, la dette. Bon, là, je vous montre un graphique de la dette du Québec, dette annuelle du Québec. Or, on voit que, je suis obligé de diviser le graphique en deux, parce qu'ici, vous voyez, augmentation pendant ces années-là, les années folles, 75. Le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, les gouvernements provinciaux, ça se battaient pour faire des déficits. D'ailleurs, ce qui est arrivé, c'est que quand la récession économique de 81 est arrivée, ça a été la catastrophe, parce qu'à ce moment-là, il était en déficit, ça. Alors, tandis qu'il fallait qu'il adopte, il était en déficit jusqu'au cou, tandis qu'il fallait qu'il adopte des politiques anticycliques, justement, au mauvais moment. Or, ici, vous voyez l'échelle de 0 à 140 ici, bien, vous avez ici 200 Je suis obligé de réduire l'échelle parce qu'à ce moment-là, je n'aurai pas de place. Alors, la dette a continué à augmenter jusqu'en 1997. C'est stabilisé, puis justement en 2003, les paiements, le service de la dette du gouvernement du Québec était stable. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 2003? Si la croissance des revenus était limitée, augmentation des transferts fédéraux, et puis paiement de la dette, le service de la dette était à ce moment-là stable. Il n'y avait plus de croissance du service de la dette. Là, les conditions étaient absolument fantastiques. Et explique pourquoi en 2003, le gouvernement du Québec a pu continuer sur sa lancée. Alors, donc, retenez la chute dramatique des transferts fédéraux des années 90, combinée à la récession de 89-92, amène le Québec et les autres provinces à imposer des restrictions radicales aux dépenses de santé. C'est le moment où, à Montréal, ce qui était à l'époque
C'était pas l'agence, c'était pas la régie, c'était la régie. La régie impose des coupures radicales, tu te souviens? On ferme des lits, on ferme des hôpitaux, on transfère de l'argent dans l'ambulatoire, bon, puis dans tout le Québec, dans le bas, puis dans l'ensemble du Canada, c'est la même chose. On a fermé des hôpitaux à ce moment-là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, de façon générale, et jusqu'en 2003, les taux de croissance cumulés des revenus totaux du gouvernement du Québec superaient celui des dépenses de santé. Puis en 2003, ce sont les transferts fédéraux pour la santé qui prennent le relais de la diminution de la croissance du PIB, des revenus totaux, pour financer les services de santé. Puis évidemment, le service de la dette qui s'ajoute à tout ça. Donc, des facteurs très importants. On peut dire, c'est à rien comprendre. En fait, c'est comme s'il y avait un modèle de base pour comprendre, avec évidemment des variations historiques. Pour comprendre l'affaire, on peut fixer comme un point d'entrée qui est une récession. Supposons qu'on commence par une récession. Puis là, on dit, la récession va avoir l'effet sur les revenus de l'État. Actuellement, ça va soit les diminuer, mais encore, les revenus de l'État n'augmenteront plus, alors l'État va se sentir pogné. Évidemment, politique anticyclique, les dépenses dans les domaines hors services de santé s'accroissent. Je ne l'ai pas montré, mais j'aurais pu le montrer. Quand arrive une récession économique, les dépenses de santé dans les autres secteurs, en particulier les travaux publics, augmentent de façon très importante. Et à ce moment-là, évidemment, le Québec, c'est le gouvernement, ce qui arrive, c'est qu'il y aura une dette, c'est ce qui arrive, mais les transferts fédéraux aussi, en particulier ceux pour la santé, diminuent. Alors, les gouvernements provinciaux, quand arrive une récession, ils sont vraiment mal pris. Diminution de revenus, augmentation des dépenses hors santé pour effet cyclique, les transferts fédéraux qui diminuent. Alors, évidemment, le déficit augmente, et puis évidemment, le service de la dette, lui aussi, va augmenter. Ce qui se passe, évidemment, quand on a un bateau de la taille du système de santé, des gens de transatlantique monstrueux, on ne peut pas tourner ça sur 10 cents. C'est-à-dire que quand la récession arrive, on ne peut pas dire « bang, le PIB est maintenant à moins 3 %, donc on coupe tout le monde à moins 3 % d'un coup. » Ça prend du temps avant que ça fasse de l'effet. Et ça prend à 2 à 3 ans. Le gouvernement du Québec, le gouvernement impose des coupures, puis avant que les coupures se transmettent jusqu'aux établissements qui paraissent dans le budget, ça prend 2 à 3 ans, puis c'est ce qu'on a vu. Maintenant, quand la croissance économique revient, les transferts fédéraux aussi, le fédéral réinvestit de l'argent, les déficits du service de la dette sont en décroissance, et puis à ce moment-là, les dépenses de santé s'accroissent de nouveau, puis la croissance des dépenses hors santé diminue, évidemment, parce qu'en théorie, on n'a plus besoin d'effets anticycliques. C'est exactement ce qui est arrivé en récession de 89-92. Le PIB et les revenus gouvernementaux totaux évoluent dans la même direction et diminuent en termes réels. Exactement ce qui devrait se passer à une récession. Pour faire face à la récession, les gouvernements augmentent les dépenses hors santé. C'est exactement ce qui s'est passé au Québec. Quand on voit les dettes, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, c'est déjà pour longtemps. Bon, alors, je ne peux pas vous le montrer. La dette augmente, le service de la dette suit. C'est exactement ce qui s'est passé. Les transferts de santé ont diminué radicalement, surtout en 89-92, ça a été fatal. Et puis à ce moment-là, c'est la période d'à peu près 5 ans pendant laquelle les dépenses de santé ont décru en termes de. La conséquence, c'est que le gouvernement du Québec a été pris dans un étau. Il a engagé des mesures radicales, en particulier les dépenses d'origine publique universelle, MD, hôpitaux, infirmières, médecins, etc. Vous vous souvenez, il a coupé tout le monde, bon, etc. Alors, c'est le modèle, n'est-ce pas? Et ce modèle-là n'a pas été qu'une fois, n'a pas été vu qu'une fois. C'est exactement ce modèle-là qui a été suivi lors de la récession la plus récente. Et on en voit encore des conséquences. Le gouvernement continue à ajouter les dépenses de santé. Maintenant, quand il y a une croissance, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le contraire. Le PIB des revenus gouvernementaux, le service de la dette, transfert de la santé, prennent une direction favorable quand il y a croissance économique. La période 97-2008, c'est probablement la période économique la plus longue de croissance au Canada. Donc, pendant ce temps-là, les revenus ont augmenté, même s'il y a eu une diminution pendant certains moments, en particulier à partir de 2003. Les taux de croissance des dépenses de santé s'installent sur une courbe positive, voilà, ça s'en va. Bon, puis évidemment, ici, en 2001, il y a eu un léger vent contraire, mais le service de la dette s'est stabilisé, puis les transferts fédéraux pour la santé ont eu de l'élan pendant à peu près toute la période, puis a augmenté, ce qui fait que les dépenses de santé ont augmenté. Maintenant, évidemment, si vous prenez cette période 97-2008 de dépenses de santé qui croissent, pour la projeter jusqu'en l'an 2100,
ben à ce moment-là, c'est certain qu'à peu près 553 du budget du gouvernement du Québec va être consacré au service de santé en 2005. Ça, là, hein, c'est fatal. Sauf que c'est une période très particulière dans l'histoire et on le voit quand on regarde les données. Maintenant, quand on essaye, donc je n'ai pas le temps, parce qu'on a des questions. Donc, ça donne deux bonnes raisons de prédire un cataclysme en tout cas. En période de restriction. Pourquoi? Parce qu'en période de restriction, précisément à cause des restrictions budgétaires, on affirmera que le régime public ne peut répondre aux besoins de soins de la population. Donc, à ce moment-là, on va proposer des contributions financières directes aux utilisateurs du système public. On va dire, on va ouvrir le privé, comme ça va libérer, n'est-ce pas, l'utilisation du public, et bien sûr, on va pouvoir traiter tout le monde. Et puis, l'exemple Charles-Louis, c'est exactement ça. Charles-Louis, c'est en 97, c'est-à-dire à peu près 2 ans, le cas s'est ouvert en 97, juste au moment où on terminait la période des coupures. Cas exemplaire. On a dit, restrictions, coupures, etc. On ne couvre plus. Le système dans l'état épouvantable. Donc, il faut ouvrir au privé de toutes sortes de façons. Et aussi, en période de croissance économique, à cause de l'expansion budgétaire, on se persuadera que la croissance des dépenses de santé de l'État est insoutenable à long terme, qu'il est donc nécessaire de mettre un frein au service de santé par la contribution financière des utilisateurs du système public et l'ouverture et le financement privé et une prestation privée en conséquence. Ça, c'est absolument merveilleux. Vous avez deux conditions exactement contraires et exactement la même conclusion. Évidemment, les spécialistes en causalité vont dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dedans, mais la plupart des politiciens et les gens de droite s'en foutent en 40 parce que c'est tellement solide. Maintenant, pourquoi est-ce que le débat va toujours continuer? Il y a un travail très intéressant qui vient juste d'être publié, très facile d'utiliser, c'est ici, c'est très facile d'aller voir, c'est fait des redistributions de financement public des soins de santé au Canada. Et ça arrive à peu près aux mêmes conclusions que les travaux de Cam Mostard au Manitoba en 1993 et malgré les plus récents. Ce que vous avez ici, vous avez des quintiles de revenus pour les adultes de 18 ans et plus, n'est-ce pas? Et c'est du travail fait par Michael Wolfson et d'autres. Michael Wolfson était l'assistant du statisticien en chef pendant des années. Maintenant à la retraite, mais il enseigne à l'Université d'Ottawa. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a dit quels sont, pour chacun des quintiles, on a calculé les coûts des soins de santé. Alors, coût des soins de santé. Comment ça coûte au quintile 1, les soins de santé? Parce qu'évidemment, on ramasse de l'impôt, n'est-ce pas? Alors, comment ça coûte? Alors, eux, c'est à peu près, n'est-ce pas, 20 000, ici, 40 000, bon, etc. Et ça, c'est pour l'ensemble, évidemment, l'effet des impôts et taxes. Ensuite, ici, ça, c'est le revenu moyen disponible. Alors, vous avez ici, revenu moyen disponible, c'est ça. Alors, revenu moyen disponible ici, vous voyez que par quintile, le revenu, lui, va augmenter. Et puis, vous avez ici le revenu moyen disponible plus les soins de santé. Alors, les soins de santé augmentent, en fait, les revenus des gens. Ça, c'est après impôt. Ça, c'est revenu brut. Pardon, ça, ici, c'est le revenu brut. C'est pas les coûts de soins de moyen de santé. Ça, ici, c'est le revenu brut. Ouais, ça n'a plus de bon sens. Ici, c'est le revenu brut. Je me suis trompé là. Ici, c'est le revenu brut. Ici, c'est le revenu moyen disponible, c'est-à-dire après impôt. On voit que l'impôt a un effet qui diminue les revenus. Puis ça, ici, c'est le revenu disponible plus les soins de santé. On voit que les soins de santé ajoutent une part au revenu. Mais la part n'est pas égale partout. Et ce qui fait que, si vous regardez, mais comme il faut, si vous regardez le revenu moyen, le ratio du revenu moyen du quintile supérieur sur le quintile inférieur est de 6,6. C'est-à-dire que ces individus-là, du quintile supérieur, gagnent 6,6 fois plus que les individus du quintile inférieur. Quand on met l'impôt, qui est progressif, l'indice d'inégalité diminue à 5,1. C'est-à-dire c'est à peu près 1,5 de point. Alors, autrement dit, ceux-là gagnent 5,1 fois plus que ceux-là. Si on prend maintenant les coûts de santé, c'est-à-dire on met les coûts du service de santé, qui sont en fait financés publiquement, on voit que ça diminue encore l'inégalité. L'inégalité passe à 4, c'est-à-dire ceux-là gagnent 4 fois plus que ceux-là. Donc, si on prend le revenu moyen brut, l'inégalité, c'est quasiment 7.
C'est quasiment 7 fois, tandis que quand on ajoute les taxes, l'effet du régime d'impôt et puis l'effet des systèmes de santé, le revenu, la différence de revenus, l'inégalité de revenus diminue à 4 fois. C'est extrêmement important. Vous comprendrez que c'est très, très, très important. Donc, étant donné que vous êtes en santé publique, que vous croyez que l'inégalité des revenus a un effet formidable sur la santé, vous allez maintenant être pour le système de santé. Pourquoi? Parce que ça diminue de façon très importante les inégalités. Maintenant, vous allez aussi comprendre que si vous êtes là, tout paiement privé, tout paiement qui sort de la poche des gens et qui vont donc diminuer soit relativement ou soit réellement les dépenses de santé publique, vont plus les diminuer ici et vont tendre à aller vers là. Puis en plus, bon, si vous avez évidemment un régime d'impôt moins en moins progressif, alors toute mesure de privatisation du financement des services de santé, que ce soit sous la forme d'ouverture de régime d'assurance maladie ou encore de tickets modérateurs comme en France ou ailleurs, ça fait quoi? Ça diminue l'effet de redistribution du revenu du système de santé. Donc, ça augmente les inégalités. Donc, ici, là, moi, là, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux qu'il y ait des tickets modérateurs. Parce que moi, je sais que ça ne me modérera pas beaucoup. Eux autres, ça va être modéré pour la brèche, puis ensuite, ça va modérer les impôts. Je gagne partout. Donc, les niaiseries que ces étiquettes modérateurs, là, vous allez continuer à en entendre parler pendant toute votre vie et même après. Et gains et pertes par revenu, par quintile de revenus. Alors, vous avez ici, ça c'est pas vraiment les coûts. Ça c'est les coûts, c'est ça. Ça ici, c'est les coûts de services de santé. Ça ici, c'est l'impôt pour les taxes et les coûts. C'est-à-dire que le quintile 1 dépense en proportion de son revenu 25 %. Il paye de l'impôt pour les services de santé en proportion de son revenu à peu près à 5 %. Ceci, le quintile supérieur, lui, n'est-ce pas, reçoit en soins de santé à peu près 2,5 % de son revenu, qui est évidemment à peu près l'équivalent de ça, pas tout à fait, parce que les revenus ne sont pas les mêmes. Il paye en impôt à peu près 12 %, lui, il perd. Et il va perdre à peu près 5 % de son revenu. Le quintile de revenu supérieur perd 5 % de son revenu à cause du régime public et universel de soins de santé. C'est pas rien, ce 5 % quand on est à ces niveaux-là de revenu. Alors, vous allez comprendre que le régime a des effets, n'est-ce pas, fantastiques de redistribution et que ça fait partie de la discussion. Ça, je n'ai pas le temps. Alors, où allons-nous? Maintenant, je termine là-dessus. Le service de la dette des gouvernements, actuellement, là, où allons-nous? Maintenant. Alors, le service de la dette des gouvernements s'accroît dû au déficit associé à la récession de 2008. Et puis, évidemment, à ce moment-là, le service de la dette augmente. Hein? La dette augmente, le service de la dette augmente. Donc, si le service de la dette augmente, ça fait moins d'argent à mettre dans les programmes. La croissance économique est lente, partout, surtout au Québec. On le voit là, regarder les chiffres. On passe notre temps à espérer que ça n'arrivera pas, mais bon, ça n'arrive pas. Et puis évidemment, maintenant, vous imaginez au gouvernement qui dit on va accroître les impôts. Bon, évidemment, les libéraux ont dit on n'augmentera pas les impôts, on va les diminuer, mais après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tarifé, puis ils ont tarifé pour à peu près les baisses d'impôts qu'ils avaient accordées des années auparavant. Mais, de façon générale, on ne peut pas penser que les gouvernements ont dit écoutez, les Québécois, là, étant donné que vous voulez garder vos services de santé tels quels, c'est bien de valeur, mais ça coûte cher, puis il va falloir augmenter vos taxes et impôts. Alors moi, je me fais lire là-dessus. On garde votre système de santé, mais on augmente de 10 % vos impôts. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, le gouvernement le fera. Et aussi, évidemment, les revenus de l'État ont une croissance extrêmement lente.
Ça commence à ressembler à ce qui s'est passé avant 89, hein, ça, en 89, puis aussi avant la récession actuelle. C'est vraiment qu'on l'a poursuivi. Maintenant, on a annoncé, hein, le gouvernement fédéral a annoncé de façon unilatérale, vous le savez, une réduction du taux de croissance des transferts fédéraux pour la santé. Là, actuellement, on est sur une clause ascenseur, c'est-à-dire on augmente, le gouvernement fédéral augmente de 6 %. Et ça, c'est jusqu'en, je ne me trompe pas, 15-16. Hein, c'est les accords de 2003. Alors, là, les conservateurs ont dit, on limite la croissance à 3 % de toute façon, max 3 % à partir de 2016-2017. Et ça, c'est en remplacement de l'accord de 6 % de 2003. Alors, et aussi, on dit que ça va être ajusté au PIB. Bon, mais la baisse, au moins, on garantit aux gouvernements provinciaux une augmentation de 3 %. Avec l'accroissement du PIB qu'on a, là, ça va être 3 %. Autrement dit, le taux de croissance des transferts fédéraux va diminuer de moitié, va passer de 6 à 3 %. Et ce que le Finance Québec dit, pour la période 2017-18 à 24-25, la baisse de la croissance du transfert canadien santé entraînera pour le Québec des pertes substantielles évaluées à 799 millions, c'est-à-dire 1 milliard de dollars en moyenne par année, pour un total de 6 milliards. Il faut que le gouvernement du Québec trouve 1 milliard de dollars là, par année. Où il va le trouver? On se retrouve dans la même situation, dans une situation qui ressemble beaucoup à celle de 89-93. Or, je termine là-dessus. Vous voyez, ça ici, c'est l'idée qu'on se fait de l'accroissement des dépenses de santé. Ça s'en va pour la sous-ouest, c'est-à-dire dans le ciel, bien, bien haut. Et, si on est là, on regarde, n'est-ce pas, on a tous le doigt en l'air, le nez en l'air, en plein milieu de la rue. En plein milieu de la rue. On doit le dos en l'air de même. Puis si on regarde les gros bonheurs de coups. Vieillissement, c'est épouvantable. La technologie, les médicaments, regardons ça, c'est épouvantable. Alors ça, là, c'est pour moi, c'est un gros éléphant gonflé. Parce que, au bout de la rue, là, il y a un gros camion qui dit « It's the economy, stupid ». C'est le PIB. C'est aussi le revenu. C'est votre politique fiscale, etc. C'est ça qui est là. Puis là, quand même, vous êtes en milieu de la rue, vous regardez les vieux, les petits vieux. C'est moi-même, vous me regardez. Petits vieux, petits vieux. Bon, puis là, il y a le camion au bout de la rue. Puis, il y a un gars qui conduit le camion. C'est lui. Puis en 2015, n'est-ce pas, il y a une élection. Puis il risque d'être là en 2016-2017, quand sa mesure de coupure des transferts va arriver, avec la croissance économique qui est extrêmement lente, bon, et avec tout l'ensemble des conséquences. Whoopalaï! Ouais, il est rentré, n'est-ce pas, le camion est rentré dans le personne, et puis, pow! Explosion en 2017. C'est en 2017. C'est pas le petit vieux qui va mener le système, là. C'est pas la technologie, c'est pas le médicament. C'est la politique. C'est la politique fiscale, c'est la politique du gouvernement fédéral, c'est la politique du gouvernement du Québec. C'est ça qui va mettre en péril notre régime. C'est nos décisions en tant que citoyens, c'est une décision de nos gouvernements, qu'on peut lire ou pas, selon le choix. Je vous remercie.